Si l'on en croit les chiffres et les constats que l'on a pour l'heure, on a l'impression qu'on est dans des dimensions à peu près comparables avec ce qui s'était passé en 2007, à tout le moins dans la même région concernée. Dans le même temps, je crois qu'il faut également demeurer conscient de ce qu'on est actuellement dans la fameuse saison des pluies, et qu'à partir de là, il peut toujours y avoir des inondations supplémentaires ou même des dégâts supplémentaires qui pourraient survenir. Mais je dirais que sur le fond, finalement, la question n'est pas tellement de savoir si, en termes numéraux, on aura plus de victimes ou plus de morts avec ces inondations en les comparant avec des précédents, donc le précédent de 2007. Je crois que ce qui est fondamental sur le fond, c'est de voir la manière par laquelle on a aujourd'hui une configuration qui est naturel ou pas, là le débat est ouvert, mais en tout cas une configuration qui fait qu'on a des déplacements de population par centaines de milliers et qu'on a au moins quelques centaines de victimes, et surtout que sur le terrain, on sait très bien que ce sont notamment les failles en termes d'infrastructures, les failles gestionnaires par extension développées par beaucoup d'États africains qui font que les populations n'ont absolument pas de quoi s'abriter dans les circonstances actuelles. Et il y a d'ailleurs un exemple très parlant à cet effet, c'est le même type de catastrophe qui a touché il y a une semaine ou un peu moins la Turquie. En Turquie également, on a eu des phénomènes de déplacement, on a également eu des victimes, mais il n'en demeure pas moins que la Turquie, en tant que pays plus développé et doté de meilleures infrastructures, a réussi ou semble avoir réussi à mieux contrer les risques découlant de telles inondations. Alors, il faut distinguer deux choses par rapport à ces événements ou par rapport à ces inondations très précisément. D'une part, la fameuse responsabilité du réchauffement climatique dans ces bouleversements. Est-ce qu'elle est effective? Est-ce qu'elle est prouvée? On croit pouvoir dire que oui, on croit pouvoir estimer que oui, mais dans le même temps, il faut bien voir que derrière réchauffement climatique, il y a tout un ensemble de comportements liés aux activités économiques contemporaines, liés notamment à la manière par laquelle on est dans des économies extrêmement industrialisées et dans des pratiques et des habitudes sociales déterminées qui font qu'on a ce fameux réchauffement de la planète qui semble générer de telles évolutions. Mais l'autre aspect, à mon avis, qu'il faut souligner, c'est aussi le fait que beaucoup de chefs d'État africains aient intérêt, pour leur part, à faire porter aux gouvernements occidentaux la responsabilité de ces phénomènes plutôt que de procéder à une autocritique. Et donc en ce sens-là, quand les dirigeants africains critiquent les pays du Nord, c'est une manière pour eux d'être dans une forme de démagogie et de populisme vis-à-vis de leur propre population. C'est également une manière de cacher ou d'essayer de couvrir leur propre responsabilité dans les failles gestionnaires sur le terrain. Mais n'oublions pas, et ça je le dis à titre anecdotique, mais c'est quand même intéressant à noter, n'oublions pas qu'il y a également certains dirigeants africains qui se sont démarqués du lot, non pas en étant plus critiques vis-à-vis d'eux-mêmes, mais plutôt en essayant de tirer le bien à partir de tout ce mal-là, quitte à être complètement décrédibilisé. Je pense en disant cela au président sénégalais, par exemple, qui pour sa part s'est réjoui de voir que ces inondations allaient apporter plus d'eau à son pays et donc allaient permettre aux paysans de faire de meilleures récoltes dans les années à venir. Donc on voit que le champ autocritique n'est absolument pas présent, par contre l'ironie et les failles dans l'explication des faits et de leur réalité, pour sa part, répond encore à beaucoup d'améliorations à venir. Alors, concernant le Maroc et la manière par laquelle il a spécifié deux États, à savoir le Burkina Faso et le Niger, en disant qu'il leur apportait il leur apportait de l'argent, il leur apportait des aides, et en insistant sur les relations fraternelles qu'il et le Maroc a ces deux pays-là, là on voit très clairement que le Maroc est en train de se positionner par rapport à ses propres orientations diplomatiques. Je ne sais pas si le Maroc ira jusqu'à aider d'autres pays, mais c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à ce que des pays tels que le Sénégal ou la Mauritanie, qui ont également été touchés, bénéficient également de ces subsides marocains, ce d'autant plus qu'ils répondent à une plus grande proximité géographique. Donc là, on a une forme d'instrumentalisation de la part du Maroc qu'on peut deviner ou qui semble esquisser, mais ne confinons pas pour autant l'apport d'aide en faveur des plus démunis à ce seul cas marocain. Je crois qu'il ne faut pas oublier que l'Union européenne, notamment à travers l'instance ECHO, est engagée en faveur du paiement de subsides et en faveur d'une amélioration des conditions des victimes. De la même manière, l'ONU elle-même est engagée, la Croix-Rouge est engagée, etc., etc., sans oublier des États tels que la Côte d'Ivoire, par exemple, qui pour sa part a également décidé de débloquer une enveloppe d'environ 1 million d'euros. Donc je crois que de toute façon c'est un champ humanitaire qui va faire qu'il y aura un drainage de fonds bénéficiant à l'ensemble des personnes qui ont été affectées par ces inondations, et ça il faut s'en satisfaire. Par contre, si des États
profitent de cette même donne pour servir leurs propres intérêts, ça bien entendu, il ne faut absolument pas s'en étonner. Je crois qu'il y a de toute façon, même à travers les affaires humanitaires, la tentation pour beaucoup d'États d'essayer de capitaliser diplomatiquement et politiquement, et donc d'avoir de l'avance sur leurs priorités stratégiques à venir. Alors, concernant Copenhague, je crois que Copenhague, on sait que beaucoup a été dit jusqu'à présent, que notamment les conférences de préparation en amont de Copenhague ont exprimé des éventuelles divergences qu'il y avait entre les uns et les autres parmi les participants à Copenhague. Dans le même temps, même si on ne peut pas vraiment deviner ce qui pourra éventuellement déboucher de la réunion de décembre prochain, il n'en demeure pas moins que l'on croit savoir qu'il n'y aura pas non plus un accord plein et entier entre l'ensemble des participants à Copenhague. Pourquoi? Parce qu'on se trouve clairement devant une dialectique ou devant un dilemme consistant à savoir si finalement on baisse nos aspirations et nos ambitions économiques pour préserver l'environnement, ou si au contraire on fait en sorte que les activités économiques continuent à se développer, quitte à provoquer encore plus de failles ou encore plus de dérèglements au niveau écologique ou au niveau environnemental.